Donc, Fairy Tail, la quête de 100 ans, est sorti en anime. Et évidemment, comme j'ai déjà fait des vidéos sur Fairy Tail, je vais aussi en faire sur la quête de 100 ans. Au moins, celle-ci. Avec évidemment le titre et la miniature les plus aguicheurs possibles. Et c'est dans le seul et unique but de faire le plus de statistiques possible afin de satisfaire ce besoin de validation et ce besoin de reconnaissance que les réseaux ont ancré en nous depuis des années et dont on n'arrive pas à se défaire. J'adore ma vie. Alors oui, évidemment, il y aura du spoil dans cette vidéo. Alors, c'est rien de majeur, et la plupart du temps, c'est des trucs qu'on sait dès les 20 premiers chapitres. Donc c'est pas des spoils, le truc, encore une fois, majeur ou qu'on apprend tard. Mais je vais quand même vous prévenir, je suis sympa. Parce que vous allez beaucoup entendre « Eh, là je vais spoil ». Vous allez l'entendre au moins 5 fois dans la vidéo, je suis désolé pour vous. Bon, allez, comme je suis gentil, je vais répondre à la question dès le début comme j'ai l'habitude de le faire. Non, la quête de 100 ans, ce n'est pas mauvais. Est-ce que ça veut dire que c'est bien? Désolé, ça veut pas dire ça non plus. La quête de 100 ans tient des promesses de spin-off. C'est sympa, on voit des persos qu'on aime bien, il y a une nouvelle histoire, mais ça reste un spin-off. C'est-à-dire que déjà, Hiro Mashima ne le dessine pas, et que qu'on le veuille ou non, l'auteur perd un petit peu d'implication qu'il gère le scénario ou non. Le fait de dessiner une histoire, ça fait en sorte qu'on s'investit dans cette histoire. En tout cas qu'on s'investit bien plus. Par contre, je peux vous proposer quelque chose qui peut vous intéresser si on faisait un petit tour de tout ce qu'il y a de positif dans le manga, et évidemment du coup du point négatif qui en découle, et inversement. Oui, parce que vous savez, quand il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de mauvais, et vous avez compris le principe quoi. Premièrement, et le plus simple, c'est cool de revoir les personnages du manga de base. Encore plus sachant que techniquement, ce spin-off, c'est la suite directe de Fairy Tail. Et en tant que fan de l'œuvre originale, on peut que être content. Le souci, c'est qu'on suit l'équipe de Natsu dans cette aventure, ce qui veut dire que les autres membres de la guilde vont passer un peu plus à la trappe, et c'est dommage. Si vous êtes fan de Mirajane ou plus simplement comme moi de Galjil ou Luxus, mauvaise pioche. Ils sont présents, mais pas aussi importants que dans le manga de base. Alors, ça restait des personnages secondaires, et là, c'est des personnages vraiment secondaires, quoi. Après, j'ai envie de dire que c'est un souci qui est quand même relativement annexe. Des spin-offs sur d'autres personnages, on en a déjà eu. On a eu par exemple Fairy Tail Blue Mistral qui s'intéresse à Wendy, tout particulièrement. Donc on peut pas vraiment le considérer comme un défaut. Par contre, il y a quelque chose qui mérite tout de suite un petit peu plus le poil. On va encore parler de Wendy, et c'est cool de la mettre en avant. Montrer son évolution, le fait qu'elle grandisse, qu'elle prend en maturité, qu'elle devient une sorcière d'exception. Ça, c'est cool. On voit aussi que tout le monde progresse, et ah oui, Gray, je la fais court, Gray dans la quête de 100 ans, c'est un intermittent du spectacle. De toute l'équipe, c'est vraiment le perso le moins mis en avant. Je me souviens que d'un seul de tous les combats de Gray dans la quête de 100 ans. C'est dire, hein, si vous aimez Gray, c'est pas fou pour vous. Hein. Il a même fallu un moment que Carla nous rappelle que à la base, Gray, c'est quand même le rival de Natsu. Je vous promets, à ce stade, c'est juste triste. Bon, après, moi, je suis pas grand fan de Gray, donc à la limite qu'il soit moins mis en avant, j'ai envie de dire, je m'en fiche légèrement, mais bon, je me mets à la place des fans du personnage. Bon, t'es pas très content quand ça arrive, quoi. Et d'un autre côté, le spin-off fait un truc qui est très cool, je trouve. Même si certains personnages passent un petit peu à la trappe, il y a une avancée dans leur vie, il y a une avancée, il y a une progression. Grey qui se rend compte de sa relation avec Juvia, Galjil et Levi qui sont en train de gérer le fait qu'ils vont devenir parents, tout simplement, parce que c'est pas rien, Jelal qui arrête enfin d'imiter Sasuke et de rester dans son coin et de se plaindre que sa vie est atroce et qu'il mérite le pire, parce que ça j'en pouvais plus, hein, dans le manga de base c'était insupportable, je n'aime pas Jelal pour ça, hein, c'est pas une vanne, il m'énerve. Là pour l'instant on est fin Fairy Tail, début quête de 100 ans, donc jusqu'à ce moment de la vidéo, normalement, il n'y a pas eu beaucoup de spoil. Là, ça va peut-être commencer à arriver un petit peu plus. Vous aurez le timecode, ne vous inquiétez pas. Tout avance, on est content. Mais, déjà, premier problème, les personnages avancent plus par leur relation et avec leur relation que d'eux-mêmes. Donc ils grandissent pas en tant que personne, individuellement. Non, ils grandissent et ils évoluent seulement quand ils sont avec quelqu'un. Ça, c'est un peu dommage. Mais c'est pas un grand défaut non plus, il y a bien pire. Mais j'aimerais aborder un thème qui me chiffonne, qui me gêne beaucoup plus. C'est la gestion de la puissance. Ça n'a jamais été le fort de Mashima, je vous l'accorde. Mais parfois on fait face à des trucs plutôt aberrants. Des personnages qui se font massacrer par des sbires, dragons plus fort qu'Acnologia, mais en même temps moins fort qu'Acnologia, on sait pas trop, hein, on sait pas où se placer là-dessus. Personnages normalement surpuissants qui en réalité sont des sbires et ne servent à rien, ou alors juste de faire valoir, hein, ils se font one-shot, littéralement. Désolé, hein, je sais qu'être fort dans Fairy Tail ça veut pas dire grand-chose, et qu'à tout moment un enchantement bien placé et on est fini. Mais, et là il y a un spoil, je vous mets le timer ici, voilà vous êtes contents, on attend un petit peu. Je disais donc, le fait que la sorcière blanche soit considérée comme aussi dangereuse que Zélef pour au final servir à rien du tout et qu'elle arrive à fumer toute la guilde d'un coup, je trouve ça complètement nul, d'accord? J'ai envie qu'on s'accorde là-dessus, ça ne veut rien dire, ça ne rime à rien du tout. Après, en contrepartie, il y a des personnages qui ont, je trouve, des power-ups qui sont très cool, donc à la limite, bon, encore une fois, pareil, c'est relou,
mais il y a pire. Respoil, donc encore timecode, vous commencez déjà à en avoir marre, même si c'est pas gênant pour l'intrigue principale, vous pouvez le regarder. On apprend qu'au final, la lacryma dans le corps de Laxus le bridait plus qu'autre chose, et il la retire pour être plus fort. Jelal développe une nouvelle technique, Orion, l'évolution de grands chariots, et il explique avoir pensé à cette technique grâce à une lueur rouge dans sa vie. Donc on comprend tous que c'est Erza, mais sachez aussi que l'étoile la plus brillante dans la constellation d'Orion, parce que c'est une constellation qui existe, c'est une étoile rouge. Ouais, désolé, si vous avez skip, là vous avez raté un fact super stylé, mais au moins, quand vous lirez le manga, vous serez surpris, parce que je vous ai pas spoil. Ouais, je sais, je suis super sympa comme mec. Également, et ça c'est mon petit point bonus, on a le retour d'Ichiya pour un chapitre bonus entier. Qui est un des plus grands chapitres de tous les temps, je ne veux rien savoir. Tout ce qui touche à Ichiya est parfait. Le point négatif, vous me demandez, bah, c'est qu'on voit Ichiya qu'un seul chapitre et ça m'attriste particulièrement. Oui, j'ai vraiment intégré ça dans la vidéo. Autre idée qui est, je trouve, très bonne, la quête de 100 ans se passe sur un autre continent. Donc vous vous souvenez de la vidéo Les potentiels gâchés de Fairy Tail où je me plaignais que la géographie du manga ne servait à rien parce qu'on était toujours à Fiori. Et ben c'est plus le cas. On s'intéresse enfin à autre chose et ça c'est super cool. On voit d'autres continents, ça peut développer l'or. Et c'est une très bonne idée. Mais là, on va parler d'un concept que vous connaissiez, mais dont vous ne connaissiez pas le nom, le concept de retcon. Le concept de retcon cité Stylax ou le concept de continuité rétroactive cité un français super pompeux, c'est selon Wikipédia une altération de faits établis dans une œuvre de fiction antérieure par l'apport de nouveaux éléments explicatifs. Oui, ok, c'est bon, je vais vous expliquer, j'ai compris. Basiquement, un retcon, c'est quand t'as introduit un élément de ton histoire que tu changes par la suite. Admettons qu'un personnage ait comme plat préféré les œufs au plat. 30 chapitres plus tard, on dit que son plat préféré c'est les endives au jambon. Déjà, il a très mauvais goût, mais surtout, l'auteur a changé un point canon de l'œuvre. C'est donc un retcon. Ouais, je sais, quand on parle des endives au jambon, tout devient plus simple. Et là, vous allez me demander pourquoi je parle de ça dans une vidéo sur la quête de 100 ans. Les retcons, pas les endives au jambon, concentrez-vous un petit peu. Eh bien, parce que tantôt un retcon, quand c'est bien fait, c'est pas gênant, mais là, est-ce que vous vous souvenez de la fin du manga d'origine? Tous les dragons, sauf Acnologia, sont morts. Il ne reste plus que 7 Dragon Slayer. Ok. On a cette info en tête. La quête de 100 ans, son objectif c'est de trouver et sceller 5 dragons divins qui se sont cachés d'Acnologia. Lui qui donne la quête, c'est un autre dragon. Et attention, spoiler, vous avez 3, 2, 1 seconde pour quitter et aller au timer. Il y a une guilde entière de Dragon Slayer qui existe. Alors d'un côté, la guilde en question, elle introduit un truc très stylé. Il y a un Dragon Slayer créateur. Vous savez, comme la magie de Grey et tout. Une magie qui construit des choses. Et moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Ça donne un petit peu plus de corps à la magie de Dragon Slayer. On apprend que c'est pas seulement des combattants, pas seulement des enchanteurs comme Wendy, mais on peut aussi avoir des mages créateurs. Et donc, pourquoi pas, est-ce qu'on peut avoir, est-ce que ça existe, des mages invocateurs? Vous savez, comme Lucie avec ses esprits. Voilà, ça c'est le seul point, parce que moi je kiffe les lores de magie, je kiffe ce genre de truc, c'est le seul truc qui m'intéressait vraiment. Bref, pour le coup, je vous préviens pas pour le spoil ni pour le timer, parce que c'est vraiment le truc central à l'intrigue. Et je vais en profiter pour vous poser une question. Parmi tous les dragons à trouver qui se sont cachés d'Acnologia, il y en a un en particulier qui est spécial, Adoron, qui est un arbre gigantesque, un Torterra dans Pokémon, une montagne, il y a des îles entières sur son corps. Les dragons divins se sont cachés d'Acnologia, dont un qui fait la taille de plusieurs montagnes, avec des villes sur le dos. En fait, je vais pas poser une question, je vais en poser plusieurs. Premier cas de figure, ils sont exceptionnellement doués en cache-cache. Mais bon, quand tu fais la taille de montagne entière, j'ai du mal à y croire. Soit 2, et je pense que c'est ça, Acnologia est au choix complètement aveugle, ou complètement débile, ou les deux. Mais il y a un truc. Pour moi, là, il y a un truc. Allez, bénéfice du doute, on va être sympa, peut-être qu'ils ont utilisé des sorts pour se cacher. Bon, ça justifie pas comment l'équipe de Natsu les trouve en 2 semaines top chrono pour autant. Mais, au point où on en est, c'est le seul truc qui peut sauver Acnologia, qui a déjà bien assez souffert dans le manga de base, à un niveau traitement. Mais comme je suis exceptionnellement malveillant, je vais pas du tout le sauver parce qu'il y a pire. Et attention, ça spoil à nouveau. Donc vous avez encore un timer. Les nouveaux Dragon Slayer sont devenus des Dragon Slayer en mangeant des dragons. Ils sont devenus... Attends. Ils sont devenus Dragon Slayer en mangeant des dragons. Donc il y a d'autres dragons que les dragons sacrés. Et Acnologia a loupé ça. Encore pire, Suzaku annonce avoir tué le fils d'un des dragons divins. C'est-à-dire que c'est déjà pour la première fois des Dragon Slayer qui chassent des dragons. Merci, c'est un bon point. Enfin, je veux dire, c'est leur travail quand même. Mais surtout, Acnologia, tu fais mal ton travail parce que t'as pas seulement laissé 5 dragons d'exception, t'as laissé tous ceux qui restaient avec. La quête de 100 ans, c'est Dark Souls 1. On te dit que tous les dragons sont morts, mais une fois en jeu, t'en croises quoi? 5, 6, 7, 8, ils se promènent. Et B, bah, y en a du spoil. Bon, après, comme je l'ai dit, évidemment, c'est rien de vraiment majeur non plus, hein. Vous pouvez aller regarder les trucs,
Bon bah voilà, ça va pas vous changer le manga, mais je peux comprendre que vous vouliez garder la surprise de A à Z, et je respecte. D'ailleurs, en parlant de spoil, ouais, vous en avez marre, je sais, on va parler du principal antagoniste, qui est même sans doute l'antagoniste final de l'arc, Timecode. L'idée que l'antagoniste principal soit au final Ignia, fils d'Ignir, qui défend une position totalement opposée à celle de Natsu, qui se fout des humains et qui, lui, voit le feu comme un outil de la destruction, c'est, je pense sincèrement, et je vais le maintenir, ce qui fait de ce personnage un des meilleurs méchants de Fairy Tail dans l'idée. Et ça en fait une vraie menace. Autre qu'un énième fanatique de Zélef. Allez, c'est le moment où je vais balancer plein de petits points, etc. sans bannière spoil. Déjà, il y a plein de personnages qu'on revoit. C'est super cool, on sait ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Moi, je trouve ça sympa, c'est fanservice, mais je suis content. En parlant du fanservice, on a oublié à quoi servaient les habits, mais ça, on a l'habitude, encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est même pas le plus gros défaut de l'œuvre, hein, on en est loin, il y a bien pire. Il y a des combats qui sont purement là pour le fantasme des fans aussi, donc c'est encore du fanservice, mais je peux vous jurer que des combats fanservice bien faits, c'est super bien. C'est vraiment, tu t'y prends un plaisir. Et Natsu arrive à être plus intelligent qu'avant et plus bête qu'avant en même temps, donc ça je ne sais pas comment traiter l'information. Il y a des fois où il sait pas faire 2+2 et d'autres fois il va avoir le QI de combat le plus élevé jamais vu. Il est trop intelligent et après il devient teubé, donc je ne sais pas comment interpréter ça. Le spin-off en profite également pour étoffer certains mondes, certains aspects de la magie, certains de ses fonctionnements, le lore lié à cette dernière, et ça c'est une réelle plus-value à mes yeux. Vous le savez, j'adore les lores quand ça se développe, j'adore les lores bien développés. En bref, la qualité à mes yeux, en dents de scie. On a une pléthore de bonnes idées, mais avec une exécution qui parfois laisse vraiment à désirer. D'un autre côté, je retrouve vraiment l'ambiance du manga d'origine et ce plaisir que j'avais de suivre les aventures de Fairy Tail il y a 10 ans en arrière. Donc si vous voulez vivre ça, je peux que vous conseiller de foncer. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.